Mam Abdulaziz Sy Dabakh, vous vous souvenez du saint homme, le sage de Diacksao nous avait quitté le 14 septembre 1997. 21 ans après, le peuple se souvient encore de Serigne Abdou, rappelé à Dieu à l'âge de 93 ans. Homme de paix, il recadrait les politiques à chaque fois que de besoin. Il rappelait souvent aux musulmans aussi leur devoir et dénonçait les maux de la société. Dort en paix, Baobab Madel, fils de Sorna Rambonko, 7h04 à Canel, c'est dans le Fouta. Là-bas, les populations du Dandemayo ont battu le macadam ce jeudi. 37 villages se sont donné rendez-vous à Ganguel-Soulé pour réclamer de meilleures conditions de vie. En effet, les populations de Dandemayo réclament le bitumage de la route, la création d'un centre de formation pour les jeunes, l'accès à l'eau et à l'électricité. En somme, il leur faut tout. Mamadou Petiba. 37 villages du Dandemayo se sont retrouvés à Ganguel-Soulé autour d'un grand rassemblement. Les habitants de ces localités y réclament le bitumage de la piste menant de Navel à Dembankane, distant de plus de 80 km. Moussa Ndiaye porte leur parole. Les populations du Dandemayo de Navel jusqu'à Dembankane réunies pour une seule cause, revendiquer leur droit le plus absolu. De 2003 à nos jours, cette piste latéritique elle a causé tant de désarroi chez les populations. On a vu des morts d'hommes sur cette piste. On a vu des accidents de voitures. Et on a vu un recul économique. Aujourd'hui, nous sommes là debout comme un seul homme pour revendiquer notre droit le plus absolu au bitumage de cette route. Le bitumage de la piste n'est pas la seule doléance de ses habitants. Il y a aussi d'autres revendications qui sont la construction d'infrastructures sanitaires, la sécurité et l'administration territoriale. Et à côté de cela, nous rappelons aussi à l'État sénégalais qu'on ne peut pas se développer sans avoir une administration correcte, une administration à ses côtés. C'est pourquoi nous nous sommes dit que après le bitumage, qui est un droit, pour nous, nous avons aussi le droit d'avoir l'administration auprès de nous. C'est pourquoi nous demandons à l'autorité de faire de sorte que le Dandemayo puisse avoir un arrondissement dans cette zone. Nous voulons aussi avoir une brigade de sapeurs-pompiers comme tout le monde. Nous voulons avoir une brigade de gendarmerie. Nous voulons avoir des postes de police dans cette zone. Nous sommes à la frontière. Les habitants du Dandemayo vivent un véritable calvaire. Pour parcourir les 55 km séparant Matam à Ganguel, il faut minimum 3 heures de voiture. Imaginez si un malade doit être évacué vers l'hôpital régional de Ourossogui. C'est la mort certaine. Petiba, Matam, Zik FM. Le combat de la survie pour les populations et la bataille politique de l'autre côté. À Pikine, la violence politique surgit à Djiddah Thiaroye-Kao. Des nervis bien armés ont attaqué la délégation de l'épouse du maire de la commune et non moins chargée des élections du PDS. Ces libéraux accusent des responsables de l'APR. En point de presse, ils comptent apporter des réponses politiques sur le terrain. Une plainte contre X est déposée au commissariat de Thiaroye. Abdulaziz Sow est le chargé de la mobilisation de la section PDS de Djiddah Thiaroye-Kao. Le mercredi 12, des individus ont attaqué le cortège de Madame Anna Koulibaly, épouse du maire Dr Cherdien et présidente du groupement Femmes Action et Développement, en déplacement à Bagdad pour présenter des condoléances. Des nervis lourdement armés de gourdins, pompes à gaz, matraques électriques ont sévèrement brutalisé la délégation des femmes et blessé grièvement un des jeunes. Cette attaque vise Dr Cherdien, maire de la commune de Djiddah Thiaroye-Kao et chargé des élections au niveau du Parti démocratique sénégalais pour le freiner dans son élan d'engagement politique actuel à côté de notre candidat Karim Meïssa Wade. Nous pensons que les nervis et les commanditaires qui se cachent derrière cette attaque seront démasqués, arrêtés et traduits en justice et mis hors d'état de nuire. La section de la commune de Djiddah Thiaroye-Kao se réserve de tous les droits pour apporter les réponses politiques sur le terrain face à cette agression qui visait son maire, président de la section chargée des élections au niveau du Parti démocratique sénégalais. Ils ont le vent en poupe, les libéraux, cette semaine. À Touba, en tout cas, les libéraux n'en peuvent plus là d'attendre Karim Wade, de peur de rater la présidentielle de février. Ils estiment que Maître Wade doit édifier sur le sort de son fils, candidat à la magistrature suprême. À l'occasion d'une rencontre initiée à Stéphie, ils ont tenu à informer les populations sur les tentatives de corruption et de fraude orchestrées par le régime. Touba Abdoulaye Diagne. Le dilemme a fini par infester la maison libérale. Tout porte à le croire. À Touba, les
libéraux estiment que Maître Wade tire sur la corde. Serigne Souhaïbou Mbacké, responsable libéral chargé des élections à Touba. Nous demandons à Maître Wade de nous édifier sur le sort de Karim Wade. Il faut impérativement qu'il vienne. Par ailleurs, il tire la sonnette d'alarme. Nous avons eu vent de ces mallettes d'argent qui circulent dans Touba. Cependant, la population traîne la savate, regrette-t-il. Le pouvoir d'achat des ménages a chuté. Ainsi, il soutient que la machine à fraude électorale est déjà mise en branle par le régime de Sall. A augmenté de 500 000 personnes qui peinent à retirer leur carte électeur. Mais nous n'accepterons aucun transfert d'électeurs, gare à cela. Nonobstant, ils comptent tenir la dragée haute pour confirmer leur suprématie et dans la cité religieuse. Abdoulaye Diagne, Touba, Zik FM. Belle signature d'Abdoulaye Diagne. Parlons pétrole à 7h09. Le contenu local dans la gestion des hydrocarbures, un thème qui a fait l'objet de réflexions. C'était hier lors d'une conférence initiée par nos confrères du journal Le Quotidien. Mohamed Boun Abdallah Dionne était de la partie. Il rassure le Premier ministre. Ndeye Dime Ndiaye. Les défis énergétiques pour le Sénégal sont énormes. Il s'agit entre autres de résorber le gap en ce qui concerne l'offre en matière d'énergie. Et nos autorités en sont bien conscientes. La plupart des pays subsahariens non producteurs de pétrole supportent une très lourde facture pétrolière qui a toujours constitué une équation pour les finances publiques. N'est-ce pas, monsieur le ministre du Budget? Vous qui cherchez en ce moment beaucoup d'argent pour compenser la Sénélec, compte tenu de la décision du chef de l'État de baisser jusqu'à 15% la facture des ménages. Les nouvelles découvertes de gaz et de pétrole auront un impact sur l'accès à l'énergie. Et donc aujourd'hui, l'urgence est à exploiter toutes les opportunités pour le développement du contenu local. Une politique volontariste et inclusive du contenu local, à la création d'emplois directs et indirects. Pour le Premier ministre, il y a d'autres instruments. Boun Dionne évoque le chemin vers l'industrialisation et interpelle le secteur privé. Il nous faudra aller faire davantage et remonter également les filières en ce qui concerne la production de biens manufacturiers. Parce que c'est là-bas qu'on gagne de l'argent sur le marché mondial. Et le chef de l'État a mis en place 2 instruments. Le premier, c'est les zones économiques spéciales, dotées d'une fiscalité avantageuse. Le Premier ministre a présidé la 3e conférence du groupe Avenir Communication. Un débat ouvert sur les opportunités du contenu local où ont pris part d'éminents experts afin d'enrichir les discussions déjà engagées sur la gestion du pétrole et du gaz. Merci. Offshore One, ce n'est pas le nom d'une nouvelle compagnie pétrolière. C'est un groupe d'experts en pétrole prêt à s'investir dans le domaine. Le groupe préconise des stratégies qui permettront aux Sénégalais de bénéficier de cette ressource. Il prête attention aux risques qui peuvent constituer un handicap dans leur travail. C'est ce que nous dit Bintaba. Offshore One, un groupe d'experts en pétrole prêt à s'investir dans le domaine pétrolier. Ce groupe préconise des stratégies qui permettront aux Sénégalais de bénéficier de cette ressource. Abdoulaye Ndiaye, l'un des membres de Offshore One. Notre ambition, effectivement, le contexte actuel du Sénégal, c'est d'apporter notre pierre à l'édifice en mettant en place une activité entrepreneuriale qui va avoir comme objectif donc de s'insérer dans le tissu des prestations de services, voire même dans le tissu industriel. Pourquoi pas appuyer par cela, par une politique de contenu local qui viendra certainement pouvoir donc permettre à tous les Sénégalais qui ont en tout cas de l'expertise et qui ont la volonté de travailler pour le pays, de pouvoir donc s'insérer dans ces nouvelles activités pétrolières et gazières. Ces experts prêtent attention aux risques qui peuvent constituer un handicap. Il y a plusieurs risques sur le plan politique, sur le plan technologique, les risques géologiques. Vous avez entendu, le taux de réussite des forages est 10%. Sur le plan mondial, ça peut être plus dans certains pays, ça dépend. Il y a des risques environnementaux. Quand on va au Sénégal, ce sera particulièrement le cas sur l'activité de pêche. Il y a d'autres risques financiers également qui sont liés à la nature des investissements. Ce sont des investissements extrêmement importants sur des activités dont on n'est pas sûr de pouvoir tirer profit. Donc ça, c'est des risques financiers. Il y a des risques politiques sur le plan global également, du fait qu'on peut avoir dans certaines situations, dans certains pays, des difficultés de stabilité qui font qu'effectivement, les investisseurs ils prennent des risques. Ce groupe d'experts sénégalais se lance dans cette aventure du pétrole et du gaz en espérant pouvoir apporter leur pierre à l'édifice. Et nous acheminons du côté de Thiès, où le projet de préservation des manuels scolaires, le PREMAS, a été lancé hier par le ministre de l'Éducation nationale. Il faut rappeler que depuis 2004, l'État a mis
plus de 6 millions de manuels à la disposition des élèves. Simon Faye. Lancé d'abord à Kaolack, le projet de préservation des manuels scolaires a permis de donner une seconde vie à des milliers de livres utilisés dans les écoles. Le prémace est également source de revenus pour la quarantaine de jeunes, filles comme garçons, constitués en micro-entreprise, explique Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Éducation nationale. Pour la première année d'intervention à Kaolack, c'est 27 336 manuels qui ont été réparés à raison de 500 francs par manuel, ont permis à ces réparateurs et réparatrices d'avoir des revenus de près de 17 700 000 francs CFA. Pour Thiès, la seconde région qui accueille le projet de préservation des manuels scolaires, 62 réparateurs seront recrutés. Mais l'idéal, selon la tutelle, c'est que la préservation des manuels soit un réflexe dans nos écoles. Ce projet sera accompagné par le gouvernement du Sénégal qui va donner un appui aux IA concernés pour permettre au projet d'être ancré dans les habitudes de nos écoles et que les enfants puissent utiliser les manuels, mais que demain, leurs petites sœurs et leurs petits frères puissent aussi utiliser ces manuels. Depuis 2014, le gouvernement a acquis au profit des élèves plus de 6 millions de manuels scolaires, le tout pour une valeur de 10 milliards de francs CFA. Le projet de préservation des manuels scolaires, en partenariat avec la coopération canadienne, pourrait bientôt être vulgarisé à l'échelle nationale. Zik FM Thiès, Simon Faye. Merci de nous suivre dans la région de Thiès, plus particulièrement à Mour. Dialogue social, nous vous en parlions. Il vient d'être complété dans son dispositif du secteur de l'éducation nationale par la mise en place à Saly du comité de dialogue social sectoriel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Pape Dieye. Le sous-secteur de l'enseignement supérieur qui a été pris en charge dans le secteur de l'éducation et de la formation va disposer désormais de son propre comité de dialogue social. C'est l'objet du séminaire qui se tient à Saly les 13, 14 et 15 septembre courant. Innocence Stabniaï, présidente du Haut Conseil du dialogue social. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur a exprimé le souhait de voir le secteur de l'enseignement supérieur déconnecté du comité de dialogue social secteur éducation et formation. Nous entendons aller vers une pacification de tous les secteurs à impact économique et social. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, ce comité aidera à pacifier et à stabiliser le climat social pour les années à venir. Je crois que la création de ce cadre va nous permettre, surtout après les différents accords qui ont été signés et qui sont en train d'être mis en œuvre, ceci va nous permettre d'aborder ces 5, 6, 7 nouvelles années sous un esprit d'engagement pour notre enseignement supérieur, un esprit de paix, de stabilité. Les instructions du président de la République pour le respect des accords lors du Conseil des ministres d'avant-hier préoccupent Marie Tournian qui entend s'y lancer immédiatement. Et nous allons saisir ce mois-ci pour que les différentes structures concernées puissent évidemment les mettre en œuvre. À l'issue de ces 3 jours d'échange entre acteurs supérieurs, il sera mis en place un comité du dialogue social participatif et inclusif à Zik FM. À l'instar des enseignants, les territoires dialoguent aussi. Qu'est-ce à dire? Direction Kolda, où nous retrouvons Pape Kadeli Badji. La plateforme du géoportail de l'Agence de développement local est un outil qui sert aux collectivités dans leur façon de planifier, d'où la formation des points focaux communaux et départementaux sur l'utilisation des systèmes d'information de l'Observatoire national des territoires. Babacar Thiam, responsable division système d'information à l'ADL. Capacité, les secrétaires municipaux et départementaux qui sont les bras techniques des différentes collectivités à mieux comprendre comment traiter l'information, comment gérer cette information, comment l'exploiter afin de le rendre disponible dans les différentes collectivités. Ça leur permet également de travailler en parfaite synergie avec les acteurs comme l'éducation, la santé, qui ont déjà une expérience avérée en matière de traitement statistique de ces informations-là. L'USAID Gold, qui accompagne l'ADL, croit que c'est une bonne approche pour développer les territoires. Lamine Diémé, coordonnateur de l'USAID Gold. C'est extrêmement important. On ne peut pas prétendre manager, piloter le développement de la collectivité territoriale sans avoir une maîtrise de l'information. Et cela va leur permettre de prendre les meilleures décisions possibles pour le développement de leur territoire et aussi de répondre efficacement aux besoins des populations. Il faut dire que le système d'information de l'Observatoire national des territoires est apprécié à juste titre par les différents acteurs. Il permet de faire une bonne harmonisation dans la planification. Pape Kadjali Badji, Kolda, Zik FM.
Retour à Dakar, précisément aux HLM Grand Yoff, où le poste de santé Serigne Saliou Mbacké souffle. Il a reçu en important lot de médicaments et de consommables. La cérémonie a été suivie par Alassane Baldé. Le poste de santé des HLM Grand Yoff vient de bénéficier d'un lot de consommables et autres produits médicaux. Un appui de la présidente du mouvement Yakar Yokkute. Il s'agit pour cette dernière de contribuer à l'accès aux soins de qualité des populations de la commune de Grand Yoff. Le don est essentiellement destiné aux femmes parce que certaines viennent accoucher ici, elles ont des problèmes de couverture. Et donc nous avons pensé à cela et partout on nous a signalé le même problème. Nous avons constaté que les postes de santé avaient des difficultés en termes de consommables. Dans ce lot, nous avons des draps, de l'alcool, entre autres produits qui peuvent aider à soulager les malades ainsi que le personnel de santé. Cette dernière n'est pas son premier coup d'essai et compte même aller au-delà de la commune. Un soutien non négligeable selon la maîtresse des lieux. Vraiment, le poste en a besoin parce que ce sont des matériels que les patients devraient acheter et elle nous a offert ça gratuitement. Vraiment, nous magnifions cet acte-là. Ça va améliorer le cadre du travail. Le mouvement qui ambitionne de fournir l'ensemble des postes de santé de Grand Yoff compte également s'investir dans l'éducation à travers un soutien conséquent aux enfants en situation de vulnérabilité. Grand Yoff, Alassane Baldé, Zik FM. Actu Sport. Président Lamine Gueye, bonjour. Bonjour Ben, bonjour à tous. Nous débutons par le basket. Les Lions débutent ce vendredi par le Rwanda. Oui, il s'agit du tournoi de Lagos et pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde phase aller. Ce sera donc ce match entre le Sénégal et le Rwanda à 16h30. Il s'agira pour les Lions de bien lancer un tournoi face à un adversaire réputé plus faible. Il s'agira surtout de lancer un message au Mali, à la Côte d'Ivoire et au Nigeria, les prochains adversaires réputés plus coriaces. À suivre également dans ces éliminatoires la RCA, la République centrafricaine, qui a joué 2 fois récemment contre le Sénégal face au Mali, et puis le Nigeria qui va jouer la Côte d'Ivoire pour ce groupe F. S'agissant des Lions, elles devront patienter jusqu'à demain pour le tournoi d'Antibes. Oui, les Lions, elles, sont qualifiées pour le mondial qui aura lieu en Espagne et qui débute d'ailleurs dans une semaine, dans 8 jours exactement. Il s'agira pour Cheikh Sarr et son équipe de se tenir prêt. Le tournoi international d'Antibes qui débute donc demain samedi participe à cela. Le Sénégal sera opposé d'abord à la France. Ce sera donc samedi, le lendemain dimanche, les États-Unis. Les États-Unis qui sont d'ailleurs adversaires des Lions dans cette Coupe du Monde et avant de croiser bien sûr le Canada lundi et prendre la direction de l'Espagne pour aller disputer sur place la Coupe du Monde. Sénégal-Cap-Vert, c'est l'affiche. Nous parlons football, tournoi IFOA. Oui, les Lionceaux ont complètement bouffé hier la Sierra Leone, battu par 4-0. Le Sénégal se hisse ici à la première place de ce groupe A et va croiser le Cap-Vert. Le Cap-Vert sorti deuxième du groupe C après son match nul 1-1 face à la Guinée. C'était hier à Ngalandou Diouf de Rufisque. Les jeunes Guinéens, premiers du groupe C, seront opposés au Mali. Le Mali qualifié depuis la première journée après sa victoire sur la Gambie. Des demi-finales qui sont donc programmées dimanche. Les 2 finalistes, je le rappelle, seront directement qualifiés à la prochaine CAN U17 prévue en 2019 en Tanzanie. Et nous parlons de cette division au sein de l'ONCAV. Le président Amadou Kane appelle les activistes à faire respecter la légalité. Oui, vous le savez, à côté de l'ONCAV, il existe aujourd'hui l'ONCAV du Renouveau à Marsassoum. C'est le cas. Amadou Kane, qui s'y est rendu, n'a pas manqué d'appeler les autorités sur place, les représentants de l'État, à faire respecter la légalité. Le président de l'ONCAV s'est aussi prononcé sur la situation des ASC de Sédhiou qui
menace de boycotter faute d'infrastructures. Amadou Kane, président de l'ONCAV, je vous propose de l'écouter au micro d'Ibrahim Diallo. Nous avons reçu un PV du ministère des Sports certifiant que la légalité est avec nous. Donc, charge maintenant au préfet, au sous-préfet de veiller à cela. Sinon, ça peut ressembler à autre chose. Je pense qu'il y a une manipulation. Il y a certaines personnes qui veulent utiliser les ASC pour avoir des responsabilités. Ça ne doit pas passer. Et je pense que ces crises-là, j'ai l'impression que c'est des crises cycliques au niveau de cette zone. Il y a des personnes qui pensent que c'est eux seuls qui doivent être des responsables, n'est-ce pas? C'est pas normal du tout. Nous sommes une association qui reçoit 40 millions par an. On a un chèque qui est mis à notre disposition par le gouvernement du Sénégal. Le président Loncab a été mis dans le Conseil économique, social et environnemental. Je suis le 4e vice-président de la fédération. Personne d'autre. Je suis au CONOS. Mais se fondant sur cela, tout le monde sait la légalité avec nous. Maintenant, ceux qui veulent divertir les Sénégalais, il faut les barrer la route. Ceux qui veulent matérialiser leurs ambitions à travers nos ASC, il faut refuser. Par rapport au problème d'infrastructure, j'ai parlé de Sédhiou hier. Je dis, si réellement, au niveau de la ville de Sédhiou, les ASC ne sont pas dans les conditions idoines de jouer, il n'y a aucune difficulté. Le règlement les permet de demander une dérogation. Aux autorités de faire donc respecter la légalité, comme c'est le cas à Hambourg avec le préfet Sayanda. Aux phases nationales, les finalistes 2018 seront connus ce soir. Oui, parce que les demi-finales se jouent aujourd'hui. Le tenant du titre, Farva, tentera de passer pour garder son trophée. Ce sera face à Réveil de Kaolack. L'autre affiche mettra aux prises Djam Djam de Kolda à Niafor de Sédhiou. Il n'y a pas d'équipe de Diourbel. Toutes les équipes de Diourbel ont été éliminées dans ces phases nationales. On prie à Diourbel, on ne joue pas au football. Pas d'équipe aussi de Saint-Louis. Hein? Ah mais c'est normal, c'est normal. Mais il y a ASC Farba qui représente Dakar, mais qui est de Yeumbeul, donc qui est en demi-finale, qui avait gagné déjà la coupe l'année dernière et aujourd'hui qui joue sa demi-finale pour peut-être garder son trophée. Mais Lamine, parfois il faut revoir les noms des équipes. Il y a une équipe qui s'appelle comment? Djam Djam. Djam Djam. Djam Djam de Kolda qui a gagné 4-0, qui a battu d'ailleurs une équipe de Diourbel. Non, mais c'est juste une remarque, hein. C'est juste une remarque. Merci au président Lamine Gueye. Dans un instant, la revue de la presse.